Un plaisir d'être avec vous dans Débriefing, un nouveau débriefing, deux nouvelles actualités. Et cette semaine, nous avons cette série de rebondissements dans la mise en place du dialogue, ce revirement spectaculaire du G7, revirement spectaculaire car la plateforme dit toujours non au dialogue, mais oui à des négociations politiques. Ban Ki-moon, le patron de l'ONU, se trouve en République démocratique du Congo. Cette polémique sur les articles de la Constitution concernant la vacance à la tête du pays et la transition, cette transition évoquée par le G7. J'en parle avec Tony Canisius Bolamba. Il est le président du Mouvement pour le Congo, le MOCO. Il se dit non pas opposant mais contestataire. Vous le connaissez, c'est un habitué de cette émission. Il est candidat gouverneur de l'Équateur. L'élection c'est pour ce 26 mars. Martin Mokonkole n'est pas là. Il nous a fait faux bond. Il est de la dynamique de l'opposition et du Front citoyen. Monsieur Bolamba, bonsoir. Madame Massengo, bonsoir. Après la publication le 16 février du communiqué conjoint Union européenne, ONU, Union africaine et francophonie, l'opposition générale dans l'embarras? Pour moi, je suis très content que les organes dont vous venez de citer, l'OIF, l'UA, l'ONU, puissent adhérer à l'esprit de l'histoire de notre République en appelant les uns les autres à échanger pour faire avancer la République. Et Ban Ki-moon attendu à Kinshasa, il est déjà à Kinshasa. Que vous lui diriez-vous s'il vous était donné de le rencontrer? Je voulais, s'il m'était arrivé de le rencontrer, j'allais le remercier parce que l'ONU nous a accompagnés dans les hauts comme dans les bas. Nous avons eu la MONU qui s'est mutée en MONUSCO, que l'ONU a continué d'appuyer les Congos sur la longue marche que nous sommes en train de faire pour mieux stabiliser nos institutions dans la démocratie. Le communiqué des 4 organisations internationales mentionne, parlant des élections, l'expression « à bonne date » au lieu de délai constitutionnel. En langage diplomatique, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, à bonne date, délai constitutionnel, le plus important, c'est d'aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, c'est quoi? Que nous ayons un calendrier consensuel qu'avaient demandé nos amis de l'opposition, afin que nous puissions avoir des élections apaisées pour le bien de la République et pour le bien de tout le monde. On va prendre le chapitre dialogue. Avant ça, ce sujet en image, c'était donc la semaine dernière en exclusivité sur B1, dans Débriefing précisément. Jean de Dieu Moleka, qui est le secrétaire général du Parti démocrate chrétien de José Ndundo, a annoncé pour la première fois que le G7 irait à des négociations, mais pas à un dialogue. C'était dans des briefings. Donc il y avait aussi sur ce même plateau Yves Kisombe pour le compte de l'AMP. Pour nous, depuis le début, nous avons dit que nous étions contre les dialogues qui étaient en fait un mort-né. Je crois qu'avec la ville morte d'hier, avec l'appel de l'UDPS, l'acte de décès de ce dialogue est définitivement signé. Qu'est-ce qui s'ouvre maintenant pour le pays? Qu'est-ce qui s'ouvre pour nous? Ce qui s'ouvre pour nous, c'est le temps, le moment important des négociations politiques directes qui doivent se faire entre les personnalités éminentes de l'opposition et les personnalités imminentes de la majorité pour définir des négociations. Des négociations politiques. Comment vous les envisagez? Ce n'est plus question de dialogue dans lesquels on peut amener n'importe qui là-dedans, mais c'est une question de débat politique, des négociations politiques directes. Vous envisagez ça directes entre l'opposition et les personnalités éminentes de la majorité, les personnalités éminentes de l'opposition, pour définir le contour de la fin de la législation, ça se passerait comment? Ainsi que définir l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Ça se passerait comment? Mais ça se passera comment? Nous avons là un appui certain de l'ensemble de la communauté internationale pour qu'enfin vienne le moment de ces dialogues nécessaires, de ces négociations nécessaires. La pression de la communauté internationale a aussi son effet sur l'opposition qui, je m'en réjouis, devient plus raisonnable. Non. Je ne vois pas comment on peut faire des négociations sans dialoguer. S'il vous plaît. Je vous ai laissé parler. Cette fois-ci, j'ai vraiment fait un effort. Tout à fait.
Négocier, c'est dialoguer. On ne va pas jouer avec les mots. Dans les éléments tels que définis dans le dialogue convoqué par le président de la République, il n'y a rien d'indirect. Ce sont des négociations directes. Hein, donc on ne va pas jouer avec les mots. Quelle est la position du MOCO? Non, mais moi je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Moleka, qui fut ambassadeur de la RDC en France, en disant qu'on ne peut pas amener n'importe qui dans ces dialogues. Comme lui, il ne peut pas être là. Pourquoi ça? Ben, il sait de quoi je parle. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Bon, quand on parle des... Dites-nous, sinon nous sommes dans le flou, là. Il sait de quoi je parle, il sait dans quelles conditions il a quitté notre ambassade en France. Donc on ne peut pas amener n'importe qui. Nous sommes cette année, c'est une année où... Vous lui reprochez quoi, M. Moleka? On va rénover la classe politique. Vous lui reprochez quoi? Faites pas la langue de bois. Non, je lui reproche rien du tout. Mais on ne peut pas amener n'importe qui. Donc lui n'aura pas sa place. Pour vous, Moleka, c'est n'importe qui? Ben, c'est lui qui a dit. Moi, je ne fais que suivre sa parole. Attendez. Au vu de la façon dont il a quitté notre ambassade à Paris. Donc on a tout suivi. Il a dit... Oui, des éminentes personnalités qui doivent être là. Éminentes personnalités. Ah oui. Quand on parle de l'éminence... Qu'est-ce qu'il y a d'injurieux dans ça? C'est une forme de grandeur. Qu'est-ce qu'il y a d'injurieux dans ces propos? Quand on parle de n'importe qui, on peut pas... Qu'est-ce qu'il y a d'injurieux dans ces propos? On ne peut pas dénigrer les acteurs d'un pays. Quand on dit n'importe qui, c'est-à-dire indexer les autres, c'est comme si... Il n'a pas dit n'importe qui. C'est vous. C'est comme si... C'est vous qui avez parlé de n'importe qui. Non, c'est lui qui a dit... Lui, il a dit personnalité politique éminente. Non. Personnalité éminente. Non, parce que peut-être que vous n'avez pas été très concentré. Il a dit personnalité éminente. Il a dit personnalité éminente et on ne doit pas amener n'importe qui dans ces dialogues. Raison pour laquelle, moi, je suis un peu choqué. Vous savez, on ne peut pas dénigrer les uns et les autres. Parce que quand on dit n'importe qui ou personnalité éminente, monsieur l'ambassadeur sait dans quelles conditions il a quitté notre ambassade à Paris. Nous ne serons pas là pour nous attarder. Nous sommes là dans une période un peu très... avec beaucoup de ressentiments. Nous devons toujours avoir un langage apaisé pour le bien de la République. Bon, il a été... Raison pour laquelle, à chaque fois que vous me recevez ici, moi je vous dis, il faut être idéologique. Moi je suis un libéral. Monsieur Moleka, moi je l'ai connu au MLC, je l'ai connu à l'UNC, chez le président Kamer, et aujourd'hui je vois qu'il est ailleurs. Au PDC avec... Il est lui-même instable. Donc quand les gens sont instables, c'est pas bon pour la République. Il faut une classe politique responsable, parce que nous avons un peuple qui est en détresse et nous devrons rapidement répondre aux attentes de nos populations. Il considère que le dialogue est complètement mort avec la ville morte et qu'il faut penser à autre chose. Et autre chose pour eux, ce sont des négociations. Et vous, vous êtes partant pour quel type de pourparlers? Mais madame Massengo, quand on dit pourparler, quand on dit dialogue, nous dialoguons, nous parlons tous français. Monologuer, c'est parler seul. On peut dialoguer dans un forum, on peut dialoguer dans une négociation. C'est français. Raison pour laquelle il faudrait que dans ces pays, nous puissions augmenter le budget de l'éducation. Oui, ça c'est un autre sujet. Alors, non, ce n'est pas un autre sujet. J'ai mis à tard parce que les niveaux de notre éducation régressent. Raison pour laquelle je demande au gouvernement les budgets de l'année prochaine, il faudrait vraiment qu'on revoie l'augmentation du budget de l'éducation. Là, c'est vous qui dénigrez M. Moleka. Pour vous, il ne comprend rien à dialoguer. Non, je n'ai pas dit ça. Oui, c'est sous-entendu. Alors, pour vous, le dialogue, vous l'envisagez comment? Cette sortie de crise. Mais quand j'ai suivi le discours du président de la République, il avait parlé d'un dialogue pour les élections. Nos amis de l'opposition avaient demandé que nous ayons un calendrier consensuel. On peut obtenir qu'un consensus quand il y a des partis qui ont des idées qui divergent. Et je vais me réexpliquer auprès de nos populations qui me suivent. Les consensus, par exemple, je vais donner des exemples. Vous me dites que vous voulez A, moi je dis B, on trouve un accord. Bon, nous deux, comme vous voulez A, moi je vais B, mettons-nous d'accord sur les C. Il faut faire des concessions. Des concessions. Comme dans des un compromis. Comme dans un couple. Sans compromission. Pour que ça marche. Oui, sans compromission. C'est ça les consensus. Lorsque le calendrier global nous a été donné pour aller aux élections, mes amis de l'opposition
ont demandé un calendrier global consensuel. Et pour avoir un consensus, on peut qu'ils s'assoient autour d'une table et trouver le consensus afin que nous puissions avoir un calendrier global consensuel. D'où le dialogue. Dialogue, concertation, quel est le mot que... Négociation. Politique. Tout ça, ça fait partie du consensus. D'ailleurs, on peut trouver un consensus qui est dans une négociation. Il y a certains leaders qui ont évoqué plutôt la tripartite, CENI, majorité, opposition. Non, dans un pays, il n'y a pas que la CENI, il n'y a pas que la majorité, il y a l'opposition. Je n'arrête pas de dire qu'il faut arrêter de dénigrer le peuple congolais. Qu'est-ce que vous faites de la société civile? Il y a les syndicats, le patronat, les églises, oui, les qu'est-ce que vous faites des forces vives, les ONG, de la nation? Les SBL, les mouvements comme les vôtres. Nous sommes une association républicaine bien enregistrée, bien définie. Donc, ailleurs, on nous donne droit à la cité. Je ne vois pas pourquoi dans mon pays, on ne peut pas nous donner droit à la cité. Quand vous dites enregistré au ministère de l'Intérieur? Non, nous sommes une association républicaine. Une association républicaine, c'est une association qui accompagne la République. Enregistré où? Nous sommes enregistrés au ministère qui s'occupe de la nouvelle citoyenneté. Mais nous ne travaillons pas dans la rue. Okay. Moi, j'aime l'ordre. Parce qu'il y a un peu plus de 500 partis politiques. Oui, moi j'aime l'ordre. Okay. Moi, j'aime l'ordre. Un parti politique, c'est aussi une association. Donc, j'aime l'ordre, raison pour laquelle j'ai fait des choses en bonne et due forme. Alors, c'est évident que ces négociations politiques entre acteurs politiques éminentes, je reprends le terme de Jean-Thétieu Moleka, excluraient les autres. Mais qu'entendons-nous de l'éminence, par exemple? Là, nous en sommes aux acteurs. Oui. Aux acteurs. Mais nous sommes tous acteurs. Aux participants. Nous sommes tous acteurs de ces pays, nous sommes tous concernés. On ne va pas choisir un groupe de personnes, un groupe de gens. Moi, d'ailleurs, si j'étais à sa place, ils peuvent rejoindre. Notre association reste ouverte. Comme ils viennent d'arriver dans l'opposition il y a 4 mois, ils peuvent venir. Il était au MLC, il était... Non, quand j'ai dit nos amis du G7, ils ont été à MLC, ils ont été ailleurs, ils ont été à gauche. Raison pour laquelle nous devons... J'ai initié d'ailleurs les rencontres républicaines et citoyennes dans ces pays afin d'apprendre ou d'informer à nos populations sur certains textes de la République, sur certaines idéologies. Ici, on ne sait pas qui est libéral, qui est socialiste, qui est de l'extrême droite, qui est de l'extrême gauche. Alors, il a évoqué la ville morte, une réussite pour les uns, un échec pour les autres, c'est normal. Mais la véritable question n'est-elle pas qu'est-ce que les opposants ont tiré comme dividende? Bon, moi, je ne dirais pas qu'est-ce que les opposants ont tiré comme dividende. Moi, je dirais qu'est-ce que le peuple a tiré comme dividende. Parce que moi, dans tout ce que j'ai fait, mon leitmotiv, mon focus, c'est la population. Nous avons une situation économique très difficile dans notre pays. Il y a des familles qui vivent au jour le jour. Donc, un jour sans travail, avons-nous réfléchi de quoi ont vécu cette famille ces jours-là? Moi, c'est l'essentiel qui m'intéresse. C'est le bien-être de la population, le bien-être de nos citoyens. Donc, je ne vois pas qui a été vainqueur, qui a été vaincu. Pour moi, les vaincus, c'est nous, les démunis. C'est nous qui avons besoin de vivre au quotidien. C'est nous qui avons été les vaincus. On va tout de suite passer à l'organisation même des élections. Dans une interview à Jeune Afrique, Corneille Nangaa, le président de la commission électorale, a souligné que c'était impossible d'organiser les élections cette année 2016 parce qu'il n'y a pas d'électorat. Il faut nettoyer le fichier électoral pour qu'il convoque donc cet électorat. Et il a aussi précisé qu'il faut un peu plus de 13 mois pour nettoyer ce fichier. Conséquence, c'est impossible d'avoir les élections cette année. Je l'avais dit sur ce même plateau il y a un peu plus de 3 semaines quand Corneille Nangaa avait annoncé qu'il était sur le point de lancer l'appel d'offres pour l'achat des kits électoraux. Cet appel d'offres a été lancé le 10 février et le président de la commission électorale a échangé avec nombre de leaders politiques et dimanche c'était le tour de la dynamique de l'opposition. Suivons à cet effet Joseph Olengankoy, le porte-parole.
Dynamique de l'opposition politique, Commission électorale nationale indépendante, la rencontre s'est déroulée dans un climat de fraternité. Tout s'est traduit en échange sur l'évolution du processus électoral confronté aux multiples contraintes. Et pour arriver au rendez-vous des urnes, la dynamique de l'opposition réitère son soutien à la Commission électorale nationale indépendante, ceci conformément au respect de la Constitution. Tant que la CENI resterait dans la défense des acquis, des valeurs de la Constitution, nous allons demander à l'Assemblée de notre peuple de la soutenir. Mais une fois déviée, nous la combattrons autant que nécessaire. Mais l'exposé que le président de la CENI nous a fait tout à l'heure, tout le monde a constaté qu'il y avait beaucoup de parts de vérité. Mais nous devons réaffirmer ici que la CENI est un organe technique. Ce n'est pas un parti politique. C'est un organe technique. Nous avons le devoir et l'obligation de l'accompagner tant qu'il reste dans la ligne de la Constitution de la République. La CENI, à travers son président, dit toutes les vérités et les contraintes liées au processus et par la même occasion, cet organe d'appel à la démocratie a invité toutes les institutions impliquées à s'acquitter de leurs tâches. Nous leur avons présenté les questions qui dépendent de la CENI et pour lesquelles la CENI est en train de travailler. Nous leur avons dit aussi qu'il y a d'autres questions qui ne dépendent pas de la CENI, mais que ça dépend d'autres institutions. Et nous comptons sur l'appui de tout le monde pour que ces institutions s'exécutent. Et nous leur avons aussi dit qu'il y a aussi des questions qui dépendent des options politiques. Et que ça, ce n'est pas le travail de la CENI. Et nous attendons les voir prendre ces options politiques avec les autres. Et ça nous permettra d'avancer. Ce n'est pas fini. La suite des consultations avec les parties prenantes à se poursuivre. Merci Bibi Ngoua pour ce reportage. Alors, pour résumer, la dynamique de l'opposition a constaté de bonnes avancées quant au processus de la révision du fichier. Êtes-vous satisfait également? Bon, l'essentiel est que cela se fasse vite pour que nous puissions aller aux élections rapidement, aux élections apaisées. Donc, attendons voir comment ce processus va prendre son élan. Et je pense, avec la nouvelle technologie, ça ne sera pas très long. 13 mois. Comme a estimé. Je pense mois. avec la nouvelle technologie, le processus sera un peu plus rapide. Les techniciens de la CENI parlent de 13 mois. Bon, ça c'est une estimation. C'est une estimation. Raison pour laquelle, moi je reste optimiste que nous aurons des élections à des dates qui seront en harmonie avec les textes de la République. C'est-à-dire qui seront en harmonie avec les textes de la République, c'est-à-dire dans des délais fixés par nos textes. À la CENI, on dit que c'est impossible d'avoir les élections à bonne date. J'emprunte l'expression du communiqué conjoint. Oui, mais c'est une estimation. Maintenant, attendons la fin, nous nous prononcerons. Nous ne sommes pas encore là. Voilà pourquoi, au G7, ils évoquent une transition sans Joseph Kabila, 120 jours pour le président de la transition. Mais Madame pour organiser les élections. Bon, des fois dans la vie, il faut qu'on soit sérieux. Quand vous lisez les textes, qu'on ne se vole pas la face. Il y a des gens qui regardent les choses. Moi, je suis très respectueux des textes de la République. J'ai déjà parcouru toute notre Constitution. Je n'ai pas vu des mots transition sans les présidents sortants. À moins que l'article 75 ou 70 ait été modifié à notre insu. C'est peut-être pas la lettre, mais l'esprit de l'article 70. Oui, c'est ça ce que j'ai dit. Peut-être que l'article a été modifié à notre insu. Non, pas. Comme lorsqu'ils ont modifié le nombre des tours, comme lorsqu'ils ont modifié le nombre des tours des élections par ceux qui sont aujourd'hui au G7. Oui, je ne sais peut-être pas, comme je le répète, la lettre, mais l'esprit, l'article 70. Oui. À la fin de son mandat, le président de la République reste en place jusqu'à ce qu'il fasse la passation de pouvoir. Voilà. Je n'ai pas vu l'article 70 où on parle de la transition. Raison pour laquelle, moi, je souhaiterais vivement... Autrement dit, s'il n'y a pas une élection à la date prévue... Non. Comment on peut toujours anticiper
C'est la mauvaise foi. Gouverner, c'est prévoir. Non, c'est de la mauvaise foi. Moi, je ne suis pas un homme de la mauvaise foi. Gouverner, c'est prévoir. Je n'en disconviens pas, mais je ne suis pas un homme de mauvaise foi. Nous devons attendre au moment opportun. Nous rentrerons dans un autre cadre de discussion. Ça veut dire quoi? Au mois de septembre, quand il faut convoquer l'électorat? Mais nous sommes qu'au mois de février. Moi, je reste optimiste. Moi, je crois beaucoup aux élections. Certaines personnes croient beaucoup aux nominations. Moi, je ne crois pas aux nominations. Raison pour laquelle je suis candidat gouverneur de l'Équateur. Certes, ça sera les grands électeurs, mais j'y crois beaucoup aux élections. D'autres, dans cette République, n'ont vécu qu'avec l'argent de la République. Ils ont toujours été nommés jusqu'à un certain âge. Oui, moi, je vais affronter les urnes. Ça, on a compris. Oui. Alors, ça se passerait comment? On en parlerait quand? On attendrait que ça nous tombe dessus? Non, nous n'attendrons pas que ça nous tombe dessus. Nous sommes dans un processus normal. Le monde ne s'est pas arrêté. La République ne s'est pas arrêtée. La Constitution, excusez-moi, mais les gens qui vont me suivre, moi je suis laïque, je défends la laïcité de l'État, mais je peux me baser, par exemple, pour moi la Constitution c'est comme une sorte de volume sacré, c'est comme la Bible, c'est comme la Torah ou les Corans. Tant que les textes de la République seront là, on ne peut pas parler en ne pas avoir l'œil sur les textes qui régissent même cette République. Donc moi je pense que c'est un faux débat quand nos amis parlent d'une transition. Je pense qu'on peut passer à des choses un peu plus sérieuses. Alors eux, ils parlent d'une transition sans Joseph Kabila. AMP, ils sont catégoriques. Moi je ne sais pas. Moi je ne suis pas de l'AMP. Ce sont leurs anciens amis. S'ils ont des querelles personnelles, ils traitent ça entre amis. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bien-être de la population, c'est les biens de la République. Il faut bien préconiser, il faut bien envisager des scénarios au cas où... Non, mais pourquoi on doit envisager des scénarios alors que nous avons la Constitution, nous avons un processus qui se suit? C'est l'opposition qui avait proposé que nous ayons un calendrier global consensuel. Nous étions à Washington DC, moi, le président Kamere, le vice-premier ministre Louaka, à l'époque secrétaire général du MLC, le président Sami Badibanga, du groupe parlementaire de l'UDPS, Médard Moulangala, le président Clément Kankou, du MR. Je leur avais posé la question, j'ai dit oui, nous voulons un calendrier global. Et si on nous donnait, est-ce que vous êtes prêts qu'on aille aux élections? Vous savez, nous ne devons pas... Et c'était quoi leur réponse? Oh non, ils ne vont pas donner. Et nous étions surpris qu'on nous a donné le calendrier global. Après, lorsque le calendrier global nous a été donné, on a demandé le calendrier global consensuel. Pour avoir un consensus, on doit s'asseoir et trouver un consensus pour que nous puissions avoir les calendriers. Moi, je n'ai pas peur de m'asseoir, dialoguer pour un calendrier, parce que je n'attends que les élections. Je n'ai jamais peur des élections. J'attends les élections. Si c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui n'aiment pas les élections, c'est pour eux. Moi, je n'ai pas de compte à rendre aux Congolais. Je dois m'expliquer devant le peuple. Je n'attends qu'un calendrier pour aller aux élections. Moi, je suis candidat. D'autres qui parlent ne sont même pas candidats. Raison pour laquelle nous sommes concernés par ces problèmes des calendriers global consensuels pour que nous puissions commencer notre campagne. Les autres à qui vous faites allusion, ils sont contre l'élection des gouverneurs? On ne peut que diriger lorsqu'on a été élu. Moi, je ne crois pas aux nominations. Je n'arrête pas de dire ça. Il y a d'autres qui ont toujours été nommés dans ces pays. Moi, je vais affronter, même si c'est les grands électeurs, je vais affronter les grands électeurs et je gagnerai. Au moins, je dirigerai parce qu'on m'a donné mandat, pas parce qu'on m'a nommé, parce que je suis membre de tel groupe, de telle secte ou de tel milieu. Alors, il y a des mots qui deviennent de moins en moins tabous, comme transition, comme élection impossible en 2016. Et il y a au G7, on a même évoqué cette transition, on en parlait tout à l'heure. Regardez plutôt la réponse de la majorité présidentielle. Le bureau politique de la majorité présidentielle déplore l'inconséquence politique de certains acteurs qui refusent, sans raison valable, de rejoindre la dynamique du consensus national et donne une interprétation fantaisiste et tendancieuse des articles 75 et 76 qui aboutit en réalité à violer la Constitution. En effet, les articles en question ne demandent pas au président de la République d'abandonner le pouvoir
un président intérimaire, comme le prétendent certains. L'article 70 dispose, je cite, « À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. » Bien plus, l'article 76 donne des précisions utiles quant à la vacance de la présidence de la République qui est déclarée par la Cour constitutionnelle, saisie par le gouvernement, et non par un groupe d'intérêts ou une association momentanée qui au risque de tomber sous le coup de l'article 64 qui dispose que toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Le bureau politique de la majorité présidentielle saisit cette occasion pour demander à tout acteur politique de privilégier le sort de notre démocratie et de nos populations au détriment de la prétention vaine et anticonstitutionnelle de vouloir gérer le pays sans le mandat du peuple. C'était là Alain Atundou-Liangou, porte-parole de l'AMP, au micro d'Alain Boma. Alors cette polémique sur ces articles concernant la vacance à la tête du pays n'est-elle pas due à la mauvaise foi? Bon, je ne sais pas si c'est dû à la mauvaise foi. Actuellement, nous sommes en train de suivre un processus normal en attendant les élections. Et j'ose croire qu'aux dates bien précises, nous irons aux urnes afin de faire nos choix pour soit qu'il y ait continuité ou pour qu'il y ait alternance dans la République. La Constitution du 18 février 2006 venait de totaliser 10 ans. Oui. À part un colloque organisé à Caritas et boudé par les officiels, l'événement est passé quasi inaperçu. Ignorance ou manque d'intérêt? Bon, je ne sais pas si c'est par ignorance ou manque d'intérêt. Mais moi, j'ai parlé pour nous, de notre association Les Mouvements pour le Congo, et pour moi personnellement, nous avons toujours eu un œil très vigilant sur les textes de la République. Je ne serai pas là pour définir et juger les idées des uns et des autres, mais afin de continuer à informer nos populations sur les textes de la République, j'avais initié les rencontres républicaines et citoyennes qui restent dans ces cadres-là. Bon, nous n'attendons pas les jours d'anniversaire pour informer nos populations. Nous les faisons assez régulièrement pour que les peuples sachent qu'ils ont des droits et des devoirs en s'appuyant sur les textes de la République. On n'avait pas vu un seul parti expliquer le texte aux militants, hein, s'ils existent. Bon, nous, en tout cas, nous faisons des rencontres républicaines et citoyennes pour éclairer nos populations sur les bien fondés même du respect des textes de la République. Et cette question, peut-on prétendre accéder à une démocratie réelle dans un pays qui compte pas moins de 500 partis politiques? Bon, je ne sais pas. Ces questions... Parce que la question a été abordée lors du colloque. Oui, c'est question des idéologies. C'est question les 10 ans de la Constitution. C'est question des idéologies. J'ai déjà eu l'honneur d'être reçu par vous, je pense, 3 fois, ça c'est la 4e fois, où je parle des idéologies. Moi, je suis un libéral, par exemple. J'ai regardé notre ancien ambassadeur, Moleka. Moi, je l'ai connu à MLC, qui est un mouvement libéral. Après, il est passé à l'UNC, je pense, qui est un mouvement socialiste, d'obédience socialiste. Là, maintenant, il est un mouvement démocrate chrétien. Donc, chacun de nous vient en politique avec son idéologie et son éducation. Moi, en quittant chez moi, tout jeune, on m'a appris mon idéologie. Mon aïeul, d'ailleurs, a été membre des mouvements libéraux. Il est proche de Charles-Auguste Bouisseret, avec qui ils ont construit les écoles laïques ici en RDC. Donc, j'ai grandi dans cette ambiance libérale. Raison pour laquelle, aux États-Unis, j'ai des amis républicains, nonobstant que j'ai des affinités personnelles avec des démocrates, certains démocrates. En France, j'ai des amis qui sont des droites, où je suis d'ailleurs membre fondateur des Républicains,
en tant qu'ayant une résidence là-bas. Donc ces questions, chacun de nous vient en politique avec son éducation politique et son éducation civique. Donc nous ne serons pas là à juger les uns et les autres, mais avec 500 partis politiques. Vous êtes membre fondateur des Républicains, vous êtes français Non, je suis citoyen congolais. Et un parti politique en France, c'est une association qui poursuit des buts bien précis. Donc tout le monde peut être membre d'une association. Ça, je vais vérifier ça. C'est comme une église, c'est une association en France. La question... Loi 1901. Oui, la question de ce nombre irréel des partis politiques en RDC a été abordée lors de ce colloque sur les 10 ans de la Constitution. Selon des scientifiques, il serait souhaitable d'en réduire le nombre à 3. Mais comment faire? Bon, ici, chacun de nous veut être président de son parti. Il y a des partis qui n'ont pas de sièges, il y a des partis qui n'ont pas de bureaux. Donc c'est une question de culture politique et d'éducation civique et politique. Ça nous prendra du temps, mais moi je pense qu'avec la maturité, notre peuple devient de plus en plus mature. Il y aura cet étau qui va se resserrer, nous serons obligés de nous rassembler pour former des grands mouvements, comme ailleurs. Et on va évoquer ces primaires de l'opposition évoquées par Moïse Katumbi. La proposition vous paraît-elle réaliste, vu le nombre, cette kyrielle des partis politiques dont beaucoup n'existent que de nom? Bon, les primaires, d'abord il faut identifier les électeurs. Je ne sais pas qui seront les électeurs, parce que dans l'opposition, il y a les oppositions. Tout à fait. On ne peut pas faire du copier-coller. Quand on dit les primaires, par exemple les primaires en France, tout à l'heure vous m'avez posé la question si j'étais français, nonobstant que je sois membre des mouvements, membre fondateur d'ailleurs, de Républicains, je ne peux pas voter aux primaires, parce que les primaires sont citoyens. Donc il n'y a que les membres de partis républicains. Un étranger ne peut pas voter en France. Oui, non, je parle même des primaires. Avant, dans les primaires... Même pas en rêve. Non. Avant, dans les primaires, même les non-français votaient dans les primaires, avant. Bon, on ne sait pas pour quelle raison. On a dit que cette année, les primaires de cette année, ça sera les primaires citoyens. Donc il y aura que des citoyens français qui vont voter le délégué. Donc par là, je veux dire, la proposition du gouverneur Katumbi pour les primaires de l'opposition, il faut d'abord identifier quel est le corps électoral. On ne peut pas parler des choses... il y a la dynamique de l'opposition, l'opposition républicaine. Est-ce qu'on peut identifier les nombres d'adhérents? Dynamique de l'opposition, oui. Opposition républicaine, Sauvons la RDC, soutien à Étienne Tshisekedi, Front républicain, oui. Front républicain contre la révision de la Constitution, etc., etc. Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas concerné. Moi, par exemple, si je vais être candidat, je ne vais pas demander... Vous posiez la question de l'électorat? Oui, je ne demanderai pas l'avis de qui que ce soit pour être candidat dans quoi que ce soit. Parce que c'est un devoir citoyen d'abord, avant d'être candidat. Si le gouverneur Katumbi veut qu'il y ait des primaires, qu'il nous dise quel est le corps électoral. Nous n'arrivons même pas à identifier tout l'électorat de la République, alors que c'est l'État qui est organisé, et les partis qui ne sont pas très organisés, comment on va identifier l'électorat? Avant de faire des copier-coller, ça demande un peu d'intelligence, réfléchir comment faire du copier-coller. Alors, les élections dans la sous-région, en Ouganda, oui. Yoweri Museveni a été réélu pour la 5e fois, si je ne m'abuse. Kagame a changé la constitution. Il pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2034. Ici, en face de nous, Sassou Nguesso se prépare à rempiler le mois prochain. Le tout dans un silence, ou presque, de la communauté internationale. Qu'est-ce qui explique ces énormes pressions sur la RDC? C'est bon. Chaque pays a son histoire, chaque pays a sa position géopolitique et géostratégique dans le monde. Bon, la RDC, c'est pas n'importe quel pays. J'ai toujours dit ça, nous ne sommes pas n'importe quel pays, nous sommes un pays qui a une position géostratégique très importante dans le monde, raison pour laquelle, peut-être, les yeux sont beaucoup plus focalisés sur nous qu'ailleurs. Nous sommes peut-être victimes de notre position géostratégique dans le monde. Nous sommes un enjeu majeur. Je pense. Quelqu'un avait dit qu'on devrait plutôt être acteur et pas enjeu. Oh. Nous sommes un enjeu majeur qui aspire à être acteur. Qui acte déjà dans le monde. Nous avons 9 voisins
Et la RDC joue un grand rôle autour de nos 9 voisins. Nous sommes au centre des 9 pays voisins. Ce 26 mars, vous serez peut-être, j'ai dit bien peut-être, élu gouverneur de l'Équateur. Oui. Vous êtes candidat pour quoi faire? Il y a beaucoup de candidatures pour rire. Hein. Bon, moi je suis candidat parce que j'ai des convictions d'abord. C'est un droit pour chaque citoyen de servir son pays à n'importe quel niveau. Alors, non, votre dernier mot. Je ne serai pas là pour diviser. Mon dernier mot pour aujourd'hui est que moi je vous remercie de m'avoir reçu. Comme vous savez que je suis candidat gouverneur de l'Équateur, moi je crois beaucoup aux élections. Et je sais que le 26 mars, les grands électeurs feront les choix du programme que je proposerai pour le bien de nos populations et pour le bien de la République. Et je dirais à tous mes amis de l'opposition et à nos compatriotes de la majorité, quelles que soient nos divergences d'opinion, quelles que soient nos divergences d'approche, nous avons un seul leitmotiv, nous avons un seul goal, comme on dit en anglais, c'est les peuples et c'est la République. Merci. Tony Canisius Bolamba d'être passé dans Débriefing. Vous êtes le président du mouvement pour le Congo, le MOCO. Et vous vous dites contestataire, mais pas opposant. Candidat gouverneur à l'Équateur. Ce débriefing se termine ici. Demain, rediffusion 7h15 et sur YouTube et sur le site de B1 un peu plus tard. Merci. Fashion, style